La flamme olympique est la flamme qui est allumée à l'Olympie sous l'autorité du CIO. Dans le contexte des Jeux modernes, la flamme olympique est une manifestation des valeurs positives que l'homme a toujours associées à la symbolique du feu, et fait ainsi le lien entre les Jeux anciens et les Jeux modernes. Quelques mois avant l'ouverture des Jeux olympiques, une flamme est allumée à Olympie, en Grèce. Depuis ce point de départ, la flamme est relayée durant plusieurs semaines jusqu'à la ville hôte des Jeux, principalement par des coureurs à pied, mais également par d'autres modes de transport. Elle passe donc par plusieurs villes. Et cette année, nous avons la chance de pouvoir l'accueillir ce lundi 13 mai 2024 à Sète. Comment s'est déroulée la réalisation du reportage? C'est les 6e de Paris, les 6e Santorin et les 4e Excellence. Ils ont eu des ateliers vidéo pour apprendre à faire un reportage. Comment a été réalisé ce reportage? Le reportage a été réalisé à l'aide d'un micro, cravate et une caméra, puis des cadreurs, des journalistes. On va pas aller où? Je sais ce que je fais. Mais laisse faire, je sais ce que je fais, laisse-moi un peu faire. Ok, Adem, c'est votre réalisateur. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'il dit le réalisateur ou pas? Action! Avant ça. C'est bon, ça filme. Ça filme là, non? Ouais. Du coup, après, ce que tu pourras faire, c'est faire le même plan, mais dos à la fenêtre. Qu'avez-vous ressenti quand la flamme est passée à Sète? Personnellement, c'était un peu un privilège parce que la flamme, ça fait quand même vachement longtemps qu'elle n'est pas passée en France et se dire qu'elle est partie de Olympie en Grèce, ça fait quelque chose. Moi, je trouvais que c'était quand même émouvant parce que, comme elle a dit, c'est pas tous les jours qu'on la voit. Et je trouvais ça bien d'y aller, en plus en sortie. Bonjour, nous accueillons Joseph Brito dans l'enceinte du collège Jean Moulin. C'est un Sétois, il a été coach et entraîneur de l'équipe de water-polo de Sète. Il nous présente son métier, nous raconte son parcours et nous livre quelques-uns de ses sentiments. Voici des questions pour découvrir un homme, sa passion et son club. Les 6e Santorin, c'est à vous de jouer. Pourquoi êtes-vous devenu entraîneur de water-polo ? Alors tout d'abord, bonjour à tout le monde. Je suis ravi d'être là, un petit peu impressionné par votre nombre, par tout ce matériel. Je vois que vous êtes, à l'aise de votre côté. Je vous félicite pour ça déjà, pour commencer. Quand on est pratiquant d'un sport et qu'on l'a pratiqué assez longtemps, il nous vient à un moment donné l'envie de transmettre. Parce que si quand vous faites l'entraînement, il n'y a personne qui est là parce que tout le monde s'ennuie, vous n'entraînez personne. Donc en fait, on va essayer à la fois d'intéresser les gens, de leur transmettre ce qu'on sait de l'activité, et ensuite on va leur donner cette envie de continuer le chemin avec nous. Voilà, donc c'est un métier que je dirais au long cours. Je ne sais pas si vous comprenez l'expression, mais c'est un métier qu'on ne fait pas un jour, une heure. C'est un chemin de vie qu'on va partager avec ceux dont on s'occupe. Le water-polo est-il un sport où l'on peut se blesser ? Alors, dans beaucoup de sports, on peut se blesser. Ce n'est pas la spécificité du water-polo. Mais le water-polo et le rugby ont la même origine, c'est un sport qui s'appelait la soule. Voilà. Et ce sport, il était relativement brutal. C'est pour ça que dans le rugby, vous avez pas mal de charges et de droits de charge. Cette charge et ce droit de charge existent aussi dans mon sport. Il se passe dans l'eau, mais on a le droit d'attaquer, et pas de violenter aujourd'hui, mais d'attaquer tout joueur qui possède le ballon. Et ce sport de la soule, ça consistait à emmener. C'était 2 villages qui s'affrontaient, où il fallait qu'un objet ou une pierre ou quelque chose comme ça qu'on avait décidé ensemble soit apporté par une équipe dans le village des autres. Et si on arrivait à apporter l'objet qu'on avait décidé les uns et les autres dans le village de l'adversaire, on gagnait la partie. Dans tous les sports collectifs, il y a un aspect un peu guerrier. Le seul sport collectif qui n'est pas guerrier en soi, parce qu'ils sont séparés par un filet, c'est le volleyball. Mais malgré tout, au volleyball, on peut se blesser, on peut se faire mal. Voilà. On peut très bien, au water-polo, se faire éclater un tympan. C'est pour ça que les joueurs de water-polo, qu'on appelle des poloistes, ils ont un bonnet sur la tête avec des protections pour les oreilles, pour éviter que l'eau, sur un contact, vienne éclater le tympan.
faut-il être bon Quel est votre plus beau souvenir et votre plus belle victoire? Le meilleur souvenir sportif, c'est lorsque j'entraînais l'équipe de France junior de water-polo, c'est d'être arrivé au championnat d'Europe à finir 5e. Voilà, ça paraît loin, c'est pas la médaille, c'est pas le podium. Mais vous savez, quand j'ai commencé à entraîner l'équipe de France de water-polo junior, dans tous les championnats d'Europe, on finissait aux alentours de 10, 11, 12, 15e. Et on a fait du chemin petit à petit, vous voyez, en essayant de comprendre ce qu'il faut faire, améliorer, transformer, comme je disais tout à l'heure, transformer les joueurs pour qu'ils aient plus de possibilités de jeu, plus de technique, plus de force, plus d'expérience. Et bien, petit à petit, on arrive à gagner ce qui nous gagne tout le temps. Et alors, quand on arrive à ce niveau-là d'un championnat d'Europe, eh bien, c'est vraiment un souvenir qui est vraiment très fort, très fort. La flamme olympique passe à 7 le 13 mai. Que la flamme passe par 7, je pense que c'est un honneur pour la cité, parce que c'est vraiment un symbole fort, cette flamme. Hein, c'est la flamme de la paix entre les nations. Dans la Grèce antique, les Jeux olympiques servaient, c'était des gens qui se battaient tout le temps. En Grèce, toutes les villes étaient des royaumes, il y avait des rois partout, et c'était des guerres incessantes. Et tous les 4 ans, ils posaient les armes et ils faisaient des Jeux olympiques. Et pendant ces Jeux olympiques, c'était la trêve, c'était la paix. Donc cette flamme, elle a une valeur universelle, c'est quelque chose de fondamental et d'important. Notre ville, qui est une ville quand même, elle, relativement sportive, c'est bien de la récompenser de cette façon-là. Qu'est-ce que vous pensez du water-polo après avoir rencontré Joseph Bréton? Je pense que quand il expliquait ses victoires, il voulait aussi faire passer le message comme quoi il y a eu des victoires, il y a forcément eu des défaites avant et qu'ils n'ont pas baissé les bras et c'est pour ça qu'ils ont eu des victoires. Déjà, comme elle disait, c'est physique parce que déjà c'est comme le foot, mais là on est dans l'eau, donc on travaille les jambes, il faut avoir un esprit d'équipe. C'est quand même physique le water-polo parce qu'il faut réussir à marquer avec les mains, parce que les jambes on les utilise pas, elles nous servent à avancer, et c'est physique. Et toi Yacine, t'as changé d'avis? Tu voulais travailler dans le sport mais finalement non. Pourquoi? Parce que sport pour moi c'est pas genre un travail, c'est comme si c'était un jeu par exemple. C'est pas pour moi un travail, c'est genre un truc je sais pas informaticien, un truc comme ça. Et pourquoi le sport ça serait pas du travail? C'est un travail mais comment dire C'est fatigant quand même comme travail. Ouais. T'es mal payé en étant athlète. Ça dépend en fait. Du sport. Ça dépend de ta réputation, si on te publie souvent dans les journaux, la télé, etc. Mais qu'est-ce qu'il existe comme autre métier dans le sport sans être athlète? Coach. Ah plein. Coach. Il y a plein de trucs qui sont orientés vers le sport. Même journaliste. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui au collège Jean Moulin à 7 et aujourd'hui on va vous poser quelques questions, Rémi Fier. Alors Rémi Fier, vous êtes journaliste et ancien grand reporter. Vous avez passé 13 ans au journal Libération, puis vous avez rejoint l'Équipe Magazine et vous avez même été rédacteur en chef adjoint. Désormais, vous partagez votre vie entre 7 et Paris et vous êtes l'auteur de nombreux livres et de biographies dans le domaine du sport. Mais comment tu sais tout ça? Dans votre enfance, aimiez-vous le sport? Alors, d'abord bonjour à tous, parce qu'on se regarde depuis un petit moment, mais on ne s'est pas présenté, donc bonjour. Est-ce que j'aimais le sport quand j'étais petit? Je dirais oui. Alors, j'aimais à la fois faire du sport, et puis en fait j'aimais beaucoup lire les journaux de sport. Et en fait, quand je lisais Le Progrès à la maison, je commençais toujours par les pages de la fin, parce que dans les journaux régionaux, le sport est toujours à la fin. Donc il y a des gens qui commencent par lire les journaux en regardant ce qu'on appelle la une, qui est la première page, et puis après, ils tournent les pages au fur et à mesure. Et je lisais le sport, et donc c'est une façon... Alors, j'aimais aussi beaucoup lire des livres, donc c'est un truc qui est très important si un jour vous voulez devenir
journaliste, c'est que il faut lire. Alors, à mon époque, c'est des livres. Maintenant, ça peut être sur un ordinateur, sur une tablette, sur votre téléphone. En fait, lire, quand on est jeune, on a toujours l'impression que c'est un peu chiant, mais en fait, pas du tout, parce qu'en fait, ça va favoriser votre imaginaire, votre imagination, votre façon de voir le monde. Donc, c'est très important de lire. Je me suis très vite aperçu que dans le sport, il y avait deux choses. Il y avait, d'une part, une notion de voyage, parce qu'en fait, du sport, il y en a toute l'année, partout dans le monde, que ce soit des Coupes du Monde, des Jeux Olympiques, des courses de voile, des courses de ski. Et l'autre truc qui m'intéressait quand j'étais jeune, mais même quand j'étais moins jeune, c'était de voyager. Et en fait, j'ai trouvé que le métier le plus intéressant pour ça, c'était d'être journaliste, et en plus d'être journaliste de sport. Et petit, j'ai fait du tennis, du judo, de la course à pied, du football, enfin plein de choses. Et ça a participé aussi, sans doute, à l'amour que j'ai porté au sport en général, donc dans les médias en particulier. Quel événement sportif vous a le plus fait traverser d'émotions ? Alors bizarrement, c'est même assez paradoxal, en 1998, donc moi je suivais l'équipe de France de foot, c'était l'équipe de Zidane, de Djorkaeff, des choses comme ça, qui est devenue championne du monde. Donc j'ai suivi tous les matchs de l'équipe de France, et le soir de la finale, j'étais au Stade de France, et j'attendais ça avec une grande impatience, et en même temps, pendant le match, il fallait que j'écrive le compte-rendu du match pour le journal qui m'employait à l'époque, c'était Libération. Et donc, écrire en même temps qu'on regarde quelque chose, c'est pas très compliqué, mais en fait, ça focalise un peu l'esprit. Et donc, j'étais pas à même de ressentir une forme d'émotion parce que les Français sont devenus champions du monde. Parce qu'au moment du coup de sifflet final, moi, il me restait 5 ou 10 minutes pour finir d'écrire mon article et l'envoyer au journal qui m'employait. Et en fait, dans les journaux à l'époque, tu pouvais envoyer un premier papier, ça partait à l'imprimerie, les journaux étaient imprimés en ce qu'on appelle la province, pour les régions qui sont un peu plus loin de Paris, pour qu'ils aient le journal à l'heure. Mais pour Paris, on pouvait retravailler les articles qu'on avait envoyés, les refaire en fait, ou les améliorer, des choses comme ça, parce qu'à Paris, l'horaire de bouclage était plus tardif. Donc, j'envoie le premier papier sur la finale, et ensuite, je me consacre à le refaire, ce papier, parce que j'avais une demi-heure ou une heure en plus. Et donc, j'ai fait un deuxième papier que j'ai envoyé. Et quand je suis sorti du stade, il n'y avait plus personne, il n'y avait plus rien. Et la fête s'était déplacée en fait, du Stade de France jusqu'à Paris, où c'était un truc monstrueux. Et en fait, moi, j'ai rien vu. En revanche, en termes d'émotion, ce qui est toujours assez fascinant, et ça, j'en ai fait beaucoup, c'est les départs et les arrivées de courses autour du monde à la voile en solitaire. Donc, en France, il y a une épreuve qui s'appelle le Vendée Globe, qui a lieu tous les 4 ans, et c'est sur des bateaux qui sont assez grands, qui font presque 20 mètres, des marins qui partent, ils sont tout seuls à bord, et ils font le tour du monde, ils n'ont pas le droit de s'arrêter, pas le droit de réparer leur bateau, sinon ils sont éliminés. Et en fait, nous, les journalistes, on est sur des bateaux, et on part en même temps que les marins, et on les suit pendant un petit moment, avant le départ, au moment du départ, et puis après on les suit un peu pendant qu'ils s'en vont. Et c'est quelque chose d'assez fort, parce que, surtout qu'il a pu arriver, notamment lors du premier Vendée Globe que j'ai suivi, qu'un des types que j'avais rencontré, qui s'appelait Jerry Roof, qui était un Canadien, en fait, il a disparu en mer, on ne l'a jamais retrouvé. On a retrouvé des bouts de son bateau quelques mois plus tard. Mais lui, en fait, il a été pris dans une tempête et il a disparu. Donc ça, c'est le premier moment fort. Et le deuxième moment fort, c'est à l'arrivée, notamment du premier, mais même des suivants, parce qu'en fait, l'arrivée, c'est pareil. Et là, c'est un peu le contraire. On part en direction du bateau qui va arriver. Donc on navigue pendant 1 heure ou 2 à fond. Et on regarde au loin avec des jumelles, et puis à un moment on distingue une espèce de truc, on dit ça doit être lui, on voit une sorte de mât, puis un peu d'ombre, une voile, et puis en fait effectivement c'est lui, donc là on se rapproche, et ce moment où on revoit ceux ou ces types ou ces femmes, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont parties il y a 3 ou 4 mois sans qu'on sache ce qui va leur arriver et qui reviennent, c'est un moment très très fort. Voilà, c'est ce que je raconte quand on me demande les moments. Alors j'en ai connu d'autres, mais là vraiment ça te prend aux tripes et c'est assez fort. Pouvez-vous décrire en 5 mots le métier de journaliste ? En 5 mots. Alors, le premier mot, c'est curiosité, l'adaptation, parce qu'en fait, il faut être capable de s'adapter très vite à la personne qu'on a en face de nous. Il faut être capable, pour que les gens nous répondent, de créer très très vite une sorte de rapport humain entre
vous, le journaliste, et puis la personne ou les personnes que vous interrogez, parce que le temps est compté et il faut malheureusement aller de plus en plus vite dans la pratique de ce métier, mais il faut être capable de créer un lien très très vite avec les gens. Alors, la troisième chose qui est un peu plus technique, c'est qu'il faut savoir maîtriser certaines techniques. Alors, à l'écrit, c'est l'écriture, mais à la radio, c'est maîtriser l'outil pour enregistrer. À la vidéo ou à la télévision, c'est effectivement ça aussi. C'est la rigueur. En fait, il faut être extrêmement rigoureux dans ce qu'on raconte. C'est-à-dire, il ne faut pas inventer de choses, parce qu'une fois que ce sera publié ou une fois que ce sera diffusé, ce sera dit. Et il y a des gens qui vous diront, mais ce que tu as raconté ou ce que tu as écrit, c'est pas vrai. Donc, il faut vraiment vérifier ces informations. Voici, voilà, il y a un dernier truc qui est très important pour moi, c'est qu'en fait, il faut rester humble. Le journaliste, il n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qui se passe, comment il va le raconter, pour que les gens qui le lisent ou qui le regardent ou qui l'écoutent soient contents. Je pense que personne n'est supérieur à personne, qu'on est tous pareils et qu'on a tous autant de chance et autant d'envie de vivre sa vie. C'était déjà quelque chose qui me fascinait. Et ensuite, en une vingtaine d'années, effectivement, ça a complètement transformé notre métier. Par certains côtés, c'est plutôt pas mal parce que le numérique, par exemple, permet aujourd'hui à tout un chacun de maîtriser des outils qu'à mon époque, il était impossible de maîtriser. Par exemple, moi j'ai bossé un peu dans la radio, on avait un espèce de magnétophone qui s'appelait un Nagra, qui était une espèce de Rolls-Royce des magnétophones, mais qui devait peser 20 ou 25 kilos. Et en fait, tu te baladais toute la journée avec un truc très très lourd, avec un micro au bout, et tu allais poser des questions aux gens. Maintenant, vous avez des trucs qui ont été extrêmement énumérisés et qui sont devenus beaucoup plus petits et beaucoup plus faciles d'utilisation. Alors ça, je ne sais pas si c'est très bien ou très mal, mais en fait, l'information, elle est perpétuelle. C'est-à-dire l'information ne s'arrête jamais. Et les sites internet, notamment des médias, ne s'arrêtent jamais non plus. Il faut toujours remplir les tuyaux numériques. Donc maintenant, par exemple, à l'équipe, et l'autre truc qui m'intéressait quand j'étais jeune, mais même quand j'étais moins jeune, c'était de voyager. Et en fait, j'ai trouvé que le métier le plus intéressant pour ça, c'était d'être journaliste. Et en plus d'être journaliste de sport, qui a toujours besoin d'informations, ils écrivent sans arrêt des petits papiers, des petits articles à partir de choses qu'ils lisent sur des réseaux sociaux en suivant des sportifs ou des choses comme ça. Et en fait, il y a une espèce d'engrenage perpétuel qui fait qu'on ne s'arrête plus. Et donc ces journalistes-là, en fait j'ai un exemple très particulier, il y en a certains, contrairement à ce qui moi me motivait quand j'étais au début de ma carrière et même à la fin de ma carrière, qui était de partir, de voyager, des choses comme ça. Et je me souviens qu'il n'y a pas très très longtemps, en fait, j'avais demandé à un jeune journaliste de faire un grand sujet numérique sur qu'est-ce que le bonheur dans le sport, qui est un super sujet, pourquoi est-ce que les sportifs sont heureux ou pas heureux. Et donc, il avait beaucoup de temps pour le faire, et il commence à bosser, et puis au bout de 2 ou 3 semaines, il m'envoie le résultat de ce qu'il avait fait. Je le lis, et bon, il y avait des trucs pas mal, mais je sentais que il avait vu personne, il n'y avait aucun élément charnel qui prouvait qu'il avait vraiment rencontré les sportifs avec lesquels il parlait. Et en fait, je l'ai fait venir à mon bureau, je lui ai dit, mais est-ce que tu es allé voir ces gens-là dont tu parles ? Et il me dit, mais pourquoi ? Il y avait besoin de se déplacer. Donc pour lui, ça lui paraissait naturel de prendre son téléphone, d'appeler un sportif, de lui poser 5 questions, merci monsieur, au revoir, de raccrocher. Alors qu'en fait, l'essence de ce métier, c'est d'aller voir des gens. Et l'autre chose, c'est qu'en fait, la presse, c'est un secteur qui marche un peu moins bien qu'avant, il y a quelques années. Et donc, les budgets sont un peu plus resserrés, il y a moins d'argent, et donc, il y a moins de temps pour se déplacer. Et ça veut dire qu'on a le temps de travailler, de peaufiner, d'approfondir, de choses comme ça. Et maintenant, toujours dans le cadre de cette espèce d'accélération de l'histoire numérique, on n'a plus de temps. Il faut sans arrêt produire. Donc, je dirais que c'est ça le versant noir du numérique, qui par ailleurs a donc pas mal d'avantages aussi.